Alors, pourquoi s'informer? Eh bien, je dirais tout simplement pour prendre la bonne décision. Et pour prendre la bonne décision, il faut la bonne information. C'est bête, hein? Mais c'est vrai que j'aime bien faire référence à cette citation de Warren Buffett. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Un homme d'affaires et investisseur américain que vous connaissez, surnommé l'oracle d'Omaha. D'Omaha, d'ailleurs, on dit, Omaha, c'est très simple, c'est la capitale d'un État fédéral aux États-Unis qui se situe dans le Middleware, en plein centre des États-Unis. C'est la plus grande ville du Nebraska, si vous connaissez. Il fait partie des hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée aux alentours de un peu plus de 80 milliards d'euros. Rassurez-vous, notre Frenchie national, Bernard Arnault, n'est pas loin, avec un peu plus une fortune estimée à 75 milliards de dollars. Vous voyez, c'est très proche quand même. Alors, l'image de la mer qui se retire n'est pas seulement une métaphore de poète qui a donné, entre autres, je dirais, son titre à un roman couronné par le prix Goncourt en 1963. C'est aussi une parabole utilisée par les économistes depuis les libéraux écossais, vous voyez, ça remonte, qui ont souhaité illustrer l'ajustement de l'offre et de la demande, jusqu'aux financiers de notre temps, Warren Buffett, qui l'évoque pour rendre compte de la situation réellement abyssale, au propre et au figuré, provoquée par la crise. C'est ainsi, par exemple, que le milliardaire, donc Warren Buffett, a naguère laissé tomber cette citation. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Il entendait ainsi mettre en garde les preneurs de risques excessifs, les tacticiens d'instant, vous savez, balayés par le retournement de la conjoncture. Rien à voir avec le gouvernement actuel, je vous le rassure. Il entendait mettre en garde ces preneurs de risques excessifs aussi, les tacticiens d'instant, mais le retrait de la mer n'expose pas seulement les téméraires. Il fait également toucher le fond aux navigateurs prudents, pris de court par le creusement de l'étiage. Vous savez, le débit minimal d'un cours d'eau, sur lequel ils ont cru pouvoir s'appuyer. Eh bien, tout simplement mettre en exergue le mot anticipation. Pourquoi devons-nous anticiper? C'est pourquoi j'ai pensé intéressant de vous inviter aujourd'hui à faire un point sur la situation de la facturation objectif électronique, objectif 2023-2025, afin que vous puissiez anticiper les prochaines échéances, tant d'un point de vue stratégique que technique. Je suis Marc Daman, expert en dématérialisation, et je suis ravi de vous accueillir à cette conférence en ligne. Vous allez devoir maintenant travailler un tout petit peu. Je vous invite à répondre à 3 questions. C'est un petit sondage. Alors, juste le temps de me mettre sur la plateforme. Alors, au niveau du premier sondage, la question, elle est très simple. Avez-vous entendu parler de la généralisation de la facture électronique prévue par la loi des finances? Vous avez 20 minutes pour y répondre. Deuxième question. Pensez-vous que votre entreprise sera prête au 1er janvier à émettre les factures prévues par la loi de finances 2020 sous format électronique? Et puis, la troisième petite question sera simplement, avez-vous aujourd'hui, à qui envoyez-vous principalement vos factures? À des entreprises du secteur privé, à des entreprises du secteur public ou à des destinations des consommateurs, ce qu'on appelle plus exactement le B2C. 20 minutes. Pendant que je vais parler, vous avez le temps de répondre un petit peu à ces différentes questions. L'agenda du jour. Qui sommes-nous? Principe et enjeu de la facturation électronique, les différents cas d'usage, la solution, une solution ou plusieurs solutions, et surtout le choix d'un partenaire. Alors, qui sommes-nous? C'est assez simple. Chez Simtrax, nous prenons le sujet très au sérieux et pensons qu'il est vraiment important de profiter de ce moment, de cette situation, de cette pandémie sanitaire, de remise en question pour anticiper les prochaines échéances et prendre des mesures pour assurer votre santé financière en sécurisant vos cycles de paiement. C'est très important. Nous accompagnons les PME, les TPE, les grands groupes dans leur transformation digitale et notamment dans leur dématérialisation de factures à destination du secteur public ou privé. Alors, où sommes-nous? En tant qu'opérateur de dématérialisation, nous accompagnons nos clients à l'international. Je vous parle actuellement de Nîmes, où nous sommes situés. C'est la maison mère. Nous avons 6 bureaux à travers le monde, 12 ans de fidélité avec nos clients et nous nous appuyons sur 3 axes de développement technique. Microsoft, SAP et IBM, qui vont nous permettre une intégration très poussée dans votre environnement informatique. Donc,
à savoir à faire le lien entre vos utilisateurs et votre environnement. Mais que faisons-nous? Alors, nos solutions technologiques, je dirais qu'elles s'adaptent aux nécessités de chaque client par la mise en place d'une solution standard. Ça, c'est très important et sécurisée, premièrement, deuxièmement. Et ensuite, ça va vous permettre de dématérialiser l'ensemble de vos processus de documentaire, allant de l'automatisation de vos processus à la facturation électronique en passant par la validation et la signature électronique de vos documents. Mais pas uniquement. On a aussi l'enrichissement, la distribution de documents numériques, on a la commande d'achat, on a les documents, la digitalisation des documents en logistique, tout un tas d'environnements. Aujourd'hui, nous allons parler justement de cette facturation électronique. Quelques clients qui nous font confiance, mais il y en a bien d'autres, puisque j'ai indiqué tout à l'heure dans la diapositive précédente qu'à peu près nous avons 3000 clients à travers le monde. Alors, venons-en aux choses sérieuses. Cette facturation électronique, nom de Dieu, dans les relations interentreprises, B2B et B2G. On va commencer déjà par des chiffres. Alors, rassurez-vous, il n'y en a que 2. Chaque année, c'est près de 2 milliards de factures qui sont échangées en France entre entreprises. Il est estimé que moins de 10% d'entre elles sont envoyées au format électronique. Alors, vous allez me dire, ah ben non, il doit y en avoir plus, parce qu'il y a l'envoi par email. On va le voir, c'est pas si simple. En France, toutes les entreprises privées, quelle que soit leur taille, ont l'obligation d'accepter la réception des factures sous format électronique depuis 2014. C'est une loi, une directive européenne qui leur sont transmises par d'autres entreprises privées. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Et la facturation aujourd'hui n'est pas obligatoirement, obligatoirement que légale pour l'émission des factures à destination de l'État, des collectivités et des établissements publics. Vous le savez. Donc, dématérialiser l'ensemble des factures à destination du secteur privé, c'est un défi de taille, mais c'est imposé par la loi de finances 2020. Cette mesure, bien sûr, elle vise principalement à lutter contre la fraude fiscale, je ne vous le cache pas, à réduire aussi les délais de paiement, ça c'est bien pour vous, et à simplifier les déclarations de TVA, c'est également bien pour les deux, à la fois pour vous et pour l'État. Alors, venons-en maintenant à cette partie, la route de la digitalisation qui a été définie en France depuis 2008. La facturation électronique obligatoire pour le B2B, c'est pour demain. Mais l'histoire commence en 2008 par la loi de modernisation de l'économie. Cette loi a permis justement d'orienter les actions et s'est conclue à travers 2014 par l'accélération de l'usage de la facturation électronique avec la transposition de la directive européenne. Objectif fixé par l'ordonnance du 26 juin 2014 que vous commencez à connaître maintenant, qui fixe un calendrier d'application de l'obligation de dématérialisation des factures, la fameuse directive 2014-55/UE, qui oblige tous les pays de l'Union européenne à aller dans cette voie. 2017-2020, progressivement mis en place depuis 2017, tous les fournisseurs de l'État, maintenant vous êtes au courant, les collectivités territoriales, qui sont admis au paiement direct et quelle que soit la taille de leur entreprise, sont assujettis à la dématérialisation des factures par voie électronique via le fameux portail Chorus Pro. Choix technique de la solution mutualisée par le dépôt de la réception et de la transmission des factures au format électronique qui a été effectué précédemment. On parle aujourd'hui d'une centaine de millions de factures qui transitent par cette application. Je devrais dire échanger à travers cette application. Et la prochaine étape, 2023-2025, dans la continuité de cette mesure, nous parlons maintenant, je dirais, de généraliser la facturation électronique interentreprise. À ce titre, l'Agence pour l'information financière de l'État, l'AIFE, et la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, ont officiellement lancé le 17 janvier 2020 l'expérimentation de la facturation électronique interentreprise à travers la plateforme de dématérialisation Chorus Pro. J'y reviendrai un tout petit peu. Donc, l'idée, c'est l'utilisation du portail Chorus Pro peut-il, oui ou non, permettre aux entreprises d'effectuer les échanges. 50 entreprises ont participé à ce test et ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été donc un rapport a été fourni donc à l'Assemblée nationale le mois dernier, au mois d'octobre. Alors, maintenant, revenons sur le contenu juridique. Pourquoi j'ai indiqué que la facturation électronique avait que 10%? Une facture électronique est une facture créée, envoyée, reçue et conservée sous forme électronique dans les conditions légales en vigueur. Elle tient lieu de facture d'origine et n'existera donc jamais sous format papier. Ça signifie que si vous envoyez une facture
au format PDF, par email, mais que vous conservez d'un autre côté votre facture sous format papier, vous n'êtes pas dans le cadre de la facturation électronique. L'émetteur et le récepteur doivent donc garantir, à compter du moment de l'émission ou de la réception de la facture et jusqu'à la fin de sa période de validation, de conservation, on sait que c'est 10 ans, c'est le bulletin officiel des impôts qui nous le dit. Et donc, on doit garantir quoi? Un triptyque. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu, la lisibilité de la facture. On regarde un tout petit peu si au niveau des informations, vous avez déjà quelques petites questions. Voilà. C'est pas mal, on va avoir à la fin. Alors justement, on va pouvoir se comparer. Et se comparer, c'est quoi? Je partage avec vous ce sondage réalisé le mois dernier par OpinionWay. Vous allez voir, c'est très intéressant et on y apprend quelques petites choses. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Près de une entreprise sur deux n'a pas entendu parler de la généralisation de la facture électronique. On va le comparer avec votre sondage tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très rigolo. Et c'est vrai, tant pour l'émission que la réception des factures. Près de 4 entreprises sur 10 ne seront pas prêtes au 1er janvier. C'est ce qu'elles indiquent. Et là, je le redis encore une fois, c'est vrai pour la réception, c'est vrai pour l'émission. Alors, ensuite, à la question, quel est approximativement le pourcentage de factures que votre société envoie à destination du secteur privé? 64%, des organismes publics, 5%. Et au niveau des apports, je dirais que les opinions sont plutôt partagées. C'est clair. Même 51% des entreprises reconnaissent une simplification de la facturation électronique et un aspect plus écologique dans l'économie du papier. 43% pointent les contraintes dans sa mise en place et le surcroît de travail et les coûts associés. Alors évidemment, l'exemple de Chorus, il y a un petit peu pour quelque chose. Sûrement. La question de la cybersécurité est également évoquée. C'est très, très important parce qu'on parle de plus en plus de solutions cloud, mais cette histoire de cybersécurité n'est pas à prendre à la légère. La moitié des entreprises affirment que cela engendrera des dépenses significatives et posera des difficultés particulières. D'où, encore une fois, l'anticipation. Et un dernier point qui est pour moi très important à partager avec vous, et je crois que c'est vraiment essentiel. Il ne faut pas faire double travail. Donc, dans le cadre de la mise en place de cette future obligation, parce que c'est une obligation, 3 modèles de facturation sont envisagés. Parmi les suivants, lequel vous sera le plus favorable? Vous seriez le plus favorable pour lequel? Et on s'aperçoit que la facture doit être envoyée simultanément au client et à l'administration fiscale. Ça représente le modèle le plus favorable aux yeux des entreprises interrogées. C'est-à-dire obtenir une solution technique qui permette la diffusion aux 2 environnements. Alors, on va regarder un tout petit peu au niveau de votre sondage où vous en êtes. Alors, à la question, avez-vous entendu parler de la généralisation des factures électroniques? Nous avons donc 72% des personnes qui en ont entendu parler sans forcément connaître le contenu. Donc, c'est déjà une grosse majorité. 17% n'en connaît absolument rien et 10% absolument pas entendu parler, excepté évidemment ce jour. À la deuxième question, pensez-vous que votre entreprise sera prête au 1er janvier 2023? Attention, quelles sont les réponses? Oui pour 41%, 17% non et 41% à peut-être. C'est intéressant. Ce serait intéressant, d'ailleurs, je n'ai pas posé la question, mais ce serait intéressant de savoir dans les 41% du oui, à quoi cela correspond. Merci en tout cas pour vos votes. Je partage. Et la troisième personne. Aujourd'hui, à qui envoyez-vous principalement vos factures? On s'aperçoit 65%. On est pas mal, on est exactement à peu près pareil que le sondage OpinionWay et 22% au niveau des entreprises du secteur public. Vous aviez la possibilité de répondre à plusieurs réponses. Donc là, encore une fois, c'est très intéressant. Alors, on va donc maintenant aborder les cas d'usage. Alors, les cas d'usage, pourquoi une telle évolution? Alors, le texte est encore imprécis. Pour tout vous cacher, le texte n'a pas encore été finalisé. Il a été intégré dans la loi de finances 2021. La loi de finances 2021 a été révisée à cause de la situation pandémique, vous le savez. Ils ont rajouté pas mal d'euros dans leur budget. Mais
Les principales raisons de cette nouvelle obligation de collecte et de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est pour permettre les déclarations de TVA en ligne de manière automatique, réduire les délais de paiement et les coûts liés au traitement des factures papier en digitalisant les processus de facturation. On l'a vu avec Chorus Pro, ça a été quand même une grande aide pendant cette période de confinement. Et bien sûr, bien entendu, le dernier point, c'est lutter contre la fraude à la TVA grâce à la collecte et à l'exploitation des données de facturation. Donc, ça veut dire que la DGFiP va vouloir mettre en place à la fois le dépôt de la facture, mais également la déclaration de la TVA. On va le voir qu'au niveau européen, les deux se mélangent. Donc, en plus de transmettre une facture de façon électronique et totalement dématérialisée, il faudra en parallèle transmettre les informations relatives à la TVA pour l'État pour valider sa facture. Le triptyque est très simple, encore une fois. Automatisation de vos processus, adaptation de vos factures, réduction des délais de paiement pour privilégier votre trésorerie, surtout en cette situation. Alors, d'un triptyque, on va passer à un polyptyque, je dirais, qu'on pourrait aussi appeler un quadriptyque, même si je ne suis pas sûr de cette terminologie. Pour les émetteurs. Alors, les enjeux pour les émetteurs, rapprochement des paiements, très important, permettant le traitement des factures simplifiées, transmission automatique par voie électronique, diminution des opérations manuelles, meilleure vue d'ensemble du recouvrement des créances, qui vont permettre à terme une diminution des délais de paiement. J'ai d'ailleurs fait un article, vous allez voir à la fin de cette présentation, j'ai fait un article de blog sur les diminutions de paiement et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est encore loin, très loin, et que l'État souhaite, on est aux alentours de 30 à 40 jours en moyenne, vous le verrez, et l'État souhaite, parce qu'on est en retard sur les autres pays européens, atteindre les 15 jours de délai de paiement. Donc, on en est encore très, très loin, mais vous allez avoir un lien vers cet article de blog que je vous inviterai à lire. Les enjeux pour les destinataires aussi, équivalents à un triptyque, automatisation, réduction, économie, les erreurs de lecture. Parce qu'aujourd'hui, les erreurs de lecture sont plutôt associées à quoi? Vous envoyez un format papier, il faut le lire, il y a des erreurs, saisie manuelle. Deuxièmement, on utilise des OCR, on paye une fortune pour utiliser ces OCR. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ces OCR, il y a de la reconnaissance, 70%, 80%. Derrière, il y a du traitement. Il faut réviser les erreurs. Tout ça, le fait de pouvoir transmettre les données au format électronique vont éviter toutes ces solutions. Et évidemment, ça va permettre une meilleure gestion de la relation client, c'est entendu. Alors maintenant, on rentre un tout petit peu plus dans le détail encore une fois, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir son mode d'émission. Alors aujourd'hui, le traitement de la réception et de l'enregistrement des documents, c'est donc par email. Le mode de courrier électronique a longtemps été considéré comme la première brique de la digitalisation. Mais tout n'est pas si simple. Il permet effectivement l'envoi d'un PDF. Mais je l'ai dit, si vous conservez l'origine au format papier, vous n'êtes pas dans la facturation électronique. Deuxièmement, si vous n'avez pas en fait un suivi sur l'envoi d'email, vous ne savez pas si la personne a lu la facture, vous ne savez pas si la personne a bien réceptionné son email, quoique des fois vous pouvez le savoir, et en fait tout ça, ça reste simplement des moyens, je dirais, primaires pour d'une première étape vers la dématérialisation. Ensuite, nous avons le portail EDI. L'échange des données informatisées ou Electronic Data Interchange, en anglais, est un échange d'informations automatique entre deux machines. Ça, c'est important. Mais il faut avoir la dimension machine et la dimension humaine. Et là, dans l'EDI, on est dans la dimension machine. Machine to machine, comme ils disent. Ça va permettre un échange de messages standardisés. Et l'EDI est donc une solution digitale, une vraie solution digitale qui va permettre d'échanger des documents dans un format électronique standard entre partenaires. Clients, fournisseurs, experts comptables, administration, banque, et éviter les envois par courrier, mail ou fax. C'est décrit dans les modalités d'échange il existe plusieurs formats. On a le plus connu étant Edifact, mais on a Tradacom, on a Raigmail, on a Odette EDI pour l'industrie automobile allemande. Bref, il y a énormément de formats et il est plutôt utilisé dans l'industrie pharmaceutique. C'est vraiment destiné à une volumétrie conséquente de factures, dans des cadres très précis. Et pour chaque client, vous pouvez avoir un format différent. Ces documents peuvent être des documents commerciaux, comptables, bien entendu. Et aujourd'hui, selon GSA, l'organisme en charge, c'est 775 millions d'euros chaque année échangés grâce à l'EDI. Ensuite, nous avons le mode API qui va permettre d'intégrer les services de portail au système d'information des signataires. Par exemple, quand vous travaillez avec Chorus, si vous souhaitez intégrer votre système d'information avec Chorus, votre logiciel de facturation, on va travailler en mode API. Vous pouvez aussi déposer sur des plateformes, parce que vos clients vous le demandent de déposer sur des plateformes. Mais en même temps, il va falloir le déposer sur la plateforme de l'État.
Et puis, reste bien entendu le format courrier postal que vous connaissez si bien, ou alors le mode de dépôt automatique quand on est dans l'environnement Chorus. Ça, c'est pour choisir son format d'émission. Mais ensuite, une fois qu'on a choisi son format, du format d'émission peut en découdre le format de facture. Donc, choisir son format de facture, ça va être la facture QR. La QR code, par exemple, en Suisse, elle va simplifier l'établissement et l'acquittement des factures. Donc, vous savez, en Suisse, elle va remplacer le bulletin de versement rouge et orange, pour ceux qui connaissent. Donc, si vous travaillez avec la Suisse, vous allez être obligé de faire de la facture QR code. Avec des clients français aujourd'hui, vous faites du PDF ou du PDF signé. Et puis, on a ce qu'on appelle aujourd'hui, qui peut être déposé sur le portail Chorus, bien entendu. Vous avez la facture mixte ou hybride, encore une fois. Et c'est pourquoi on parle maintenant de cette facture. Il me semble important de bien identifier ce qu'est une facture mixte, c'est-à-dire composée à la fois, parce que vous l'avez vu dans les triptyques du départ, il y avait la lisibilité. Donc, on a une représentation complète PDF de la facture et d'un jeu de données, en général partiel et parfois complet. Par exemple, sur Chorus, on peut faire les deux. Il s'agit donc en même temps, et oui, on est en pleine anachronie, comme vous le savez, une facture lisible sous format PDF contenant toutes les informations utiles à son traitement, notamment en cas d'écart de rapprochement avec les commandes ou les réceptions, et des données de facture présentes sous forme de fichiers structurés, complets ou pas, hein, qui va permettre au système d'information de discuter les uns avec les autres et de procéder ainsi à une intégration des informations et un rapprochement automatisé. Par exemple, en Allemagne, un projet de loi est en cours afin de réguler la facture électronique dans le cadre des marchés publics et ils ont choisi le format hybride appelé Zungferd. Zungferd n'est ni plus ni moins que le format PDF A3. Voilà. C'est pareil que FactureX, c'est exactement la même chose. Il va permettre de finaliser ça. FactureX, c'est donc un standard franco-allemand qui est aujourd'hui disponible et qui est favorisé par la IFE, qui va permettre une première implémentation de la norme sémantique européenne publiée par la Commission européenne le 16 octobre 2017. Vous avez vu, c'est il n'y a pas beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, la FactureX, c'est la même chose que Zugferd pour l'Allemagne. Donc, ça veut dire que tous ces formats, il faut les comprendre. Tous ces formats, il faut savoir si votre système d'information est capable de les générer. Tous les modes d'émission également. Donc, et puis, évidemment, il reste les derniers Gaulois à travers le courrier postal, on l'a vu, ou le dépôt automatique. Mais ça, on n'en a plus pour très longtemps. Alors, justement, la ventilation. Je partage avec vous, ça a été fait donc au mois d'octobre, ce portail au niveau de Chorus, 1 million d'utilisateurs, toute entreprise, administration confondue, 110 millions de factures traitées, 45 millions en 2019, 140 000 entités publiques, près d'1 million d'entreprises. On va atteindre bientôt les 100 millions de factures par an. Et nous avons ici le rapport. Le résultat est donc que 38% des factures sont complètement structurées. C'est ce qu'on appelle ici le structuré. Le mixte, on l'a vu, je viens de vous l'expliquer pourquoi. On a le dépôt PDF qui représente environ, depuis 2020, 31%. Alors, cette augmentation est intéressante parce que je pense que on la constate depuis que les TPE, qui sont très majoritairement dans le mode, je dirais, PDF, sont arrivés sur le portail. Donc, le faible, je reviens juste ici. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on sort que le facture mixte ou structuré devient le plus important et il est important pour cela de bien s'entourer. Et sachant que ces statistiques ont été arrêtées au 15 septembre 2020. Elles sont disponibles sur le site de l'AIFE et de la communauté Chorus Pro. Bon, il faut être partenaire, mais vous pouvez les obtenir. Donc, vous voyez, en fait, on a une tendance de fond qui s'est définie de la simple facture courrier postal en passant par le PDF à maintenant ce qu'on appelle la facture mixte. Et ça, c'est très important. Alors, les exceptions, je l'en ai indiqué, c'est-à-dire qu'en plus, quand vous allez travailler à l'international, vous allez avoir des exceptions. Vous avez donc des plateformes européennes au niveau européen, suite à l'application de la directive 2014, toujours la même, 55-EU, visant à faciliter les relations commerciales transfrontalières, grâce à la création, je dirais, d'un standard commun interopérable. En Espagne a été publié un décret en 2016, stipulant que toutes les entreprises, enfin 62 000 entreprises répondant à certains critères, doivent transmettre leur déclaration de TVA. C'est ce qu'on appelle la SII. Ensuite, au niveau, en Italie, nous avons la facture PA, format utilisé pour les échanges de factures avec les administrations publiques
depuis le 1er janvier 2017. Mais nous avons également la Pologne avec la déclaration de la TVA, la VAT, la Hollande avec Digiport, le Portugal avec le format SAFT, et la Belgique qui demande à tous ses fournisseurs de transmettre factures via un format électronique au travers de la plateforme Mercurius depuis le 1er janvier 2017. Et ce, à travers le réseau PayPal. Ça me permet justement d'en parler. Ce réseau PayPal, vous avez peut-être entendu parler, justement, est également utilisé au Royaume-Uni depuis le 31 mars 2017 par la National Health Services, qui est la NHS, qui a lancé une initiative, donc c'est toute la partie santé, de e-procurement, ce que l'on appelle, d'achat électronique, afin que toutes les procédures de gestion, d'achat, de communication soient réalisées par voie électronique, avec l'ensemble des acteurs de la santé publique. Et puis, information de dernière minute, c'est apparu la semaine dernière, l'Australie vient de finaliser un plan suite aux effets de la pandémie Covid-19. Le Premier ministre australien a annoncé le déconfinement pour aujourd'hui, mais a annoncé le 29 septembre dernier un plan de 800 millions de dollars australiens, incluant l'implémentation de la facture électronique avant le 1er juillet 2022 via le réseau PayPal. Vous voyez, toutes les entreprises, quel que soit votre secteur, vous allez devoir y attacher. Alors, justement, pour terminer sur cette conférence, c'est pourquoi nous, chez Syntrax, nous avons fait le choix d'une solution hybride pour vous accompagner dans cette transition. C'est très important. L'idée, c'est avoir une seule plateforme. Une fois que vous avez intégré tous ces paramètres que je viens d'expliquer, toutes les informations pour choisir une solution, l'importance d'avoir une solution unique, simple, évolutive et réactive. Nous vous proposons une solution qui s'appelle Compléo Hybride, qui va mélanger une solution on-premise, c'est-à-dire installée chez vous, donc pour éviter notamment les problèmes de cybersécurité, avec des services cloud éventuellement qui vont enrichir votre environnement et vont pouvoir vous permettre de déposer sur Chorus, sur des plateformes de facturation de vos clients, sur les plateformes de l'État, travailler à travers le réseau PayPal. Bref, vous serez complètement autonome avec quel que soit votre logiciel de facturation. Vous allez avoir qu'une seule plateforme qui va vous permettre de répondre à l'ensemble des cas de figure précédemment cités. Et puis, l'image de votre entreprise, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas négliger le design. Il ne faut pas négliger l'esthétique de vos factures car elle représente l'image de votre entreprise. Et ça tombe bien parce que notre solution Compléo Hybride permet justement, on le voit, du PDF signé avec la signature, l'intégrité pour générer l'intégrité du document, l'insertion de QR code, l'esthétique de votre facture. Tout est géré dans cette même solution. Et puis, dans le cadre du B2B, vous avez l'envoi d'un email, mais là, on n'envoie pas par PDF, on l'envoie à travers une plateforme qui sera chez vous et qui vous permettra de voir un suivi pour un meilleur suivi et surtout un meilleur recouvrement. Car à travers cette interface de suivi, vous allez mettre un processus de relance en place et vous allez mettre le processus de relance client en pilotage automatique grâce à travers une seule solution. Et vous allez donc gagner un temps précieux, accélérer les temps de résolution de litiges avec vos clients, tout en améliorant l'expérience avec vos clients. Ça, c'est très important. 100% de visibilité sur le statut de paiement de vos factures, ça va vous offrir rapidité, sécurité et traçabilité. Alors, ce politique, encore une fois, on est dans l'éthique aujourd'hui, la dématérialisation des factures fournisseurs est donc, vous l'avez compris, une source d'économie réelle et rapide, une source d'investissement, et elle va vous permettre de traiter les informations beaucoup plus rapidement, de faire des économies, de réduire vos délais de traitement, d'accélérer, de diminuer votre charge de travail, d'accélérer les délais de paiement, d'intégration. C'est très important. L'intégrité avec votre système d'information est essentielle, quel que soit le format attendu de facturation, structuré, non structuré, mixte, la conformité, vérification de la conformité de vos factures, normalisation de vos flux de facturation, et puis les économies qui s'en découleront malgré cet investissement, car c'est un investissement pour vous. Alors, ce n'est pas le tout. La mise en place d'une solution technique n'est pas suffisante. Encore faut-il choisir le bon prestataire. Notre savoir-faire, il est simple. Nous avons une tarification maîtrisée, une implémentation rapide, une dématérialisation complète, une solution flexible et, je dirais, une expérience depuis 1989 dans cette dématérialisation. Alors, c'est vrai que notre expertise est idéale pour les entreprises qui doivent faire cohabiter papier, flux numérique, plateforme, flux à destination du public. Il s'agit d'une solution de dématérialisation de factures permettant la simplification de votre processus. On est arrivé à la terme de cette présentation. Je vous remercie grandement pour
cette présentation. Je rappelle 2 événements, restez connectés sur notre site. Vous allez avoir 2 prochains événements. J'ai parlé de PayPal et je n'ai pas expliqué les tenants et les aboutissants de PayPal pour la simple et bonne raison que mon cher ami Maxime le fera le lundi 4 novembre, c'est-à-dire dans 15 jours, la semaine prochaine, avec la généralisation du standard PayPal. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce standard et qui va vous permettre de vous d'ouvrir votre entreprise sur l'international, sur l'Europe, et on l'a vu pas uniquement, l'Australie, il y a Singapour, il y a d'autres pays qui ont sélectionné ce flux. Pour tout savoir, rendez-vous avec Maxime le mercredi 4 novembre à 11h. Deuxième événement, nous participons malgré le confinement. On ne sait jamais, il est possible que ça soit annulé à la dernière minute. On attend donc que notre président parle ce soir. Le 25 et 26 novembre, la facturation électronique devient obligatoire. Faisons le point ensemble. Donc, consultants, nos experts seront à votre disposition au Palais des Festivals de Cannes. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ouvert le Palais des Festivals de Cannes du cinéma en mode confiné. La même chose au niveau facturation électronique du 25-26 novembre de cette année. Voilà. Et puis, je vous ai promis, chose due, vous n'oubliez pas de télécharger en bas, en fait. Vous pouvez le télécharger juste à partir de votre interface. Vous pouvez télécharger la présentation dans laquelle vous aurez un lien vers mon dernier article de blog, la facturation secteur privé-public, le délai de paiement, quand est-ce qu'il se déclenche, quels sont les délais, quelles sont les lois, quelles sont la partie technique, la partie juridique et la réalité. Vous saurez tout grâce à cet article de blog que j'ai réalisé, que vous pouvez récupérer sur mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à m'inviter en fait, à rejoindre votre communauté LinkedIn. Ce sera avec plaisir que vous pourrez ensuite suivre mes informations. Je vous remercie pour le temps accordé. Nous avons dépassé un tout petit peu de 4 minutes cette présentation. Je vous avais dit en 30 minutes, c'était 33 minutes pour le coup. Ça a été un peu rapide, j'ai parlé très rapidement. C'est pour ça qu'il est intéressant pour vous de revoir le replay si nécessaire. Je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez en aller plus loin, connaître plus sur cette partie juridique ou sur cette partie technique. Je serai à même de répondre à toutes vos questions et sinon m'entourer de spécialistes qui répondront le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente journée. Nous attendons tous donc les prochaines directives de notre président par rapport à ce confinement. Je vous souhaite de rester prudent, bien entendu. Cette situation est particulière. Je peux en parler parce que j'ai été touché de manière assez proche et je sais que ça peut malheureusement toucher tout le monde. Donc faites bien attention à ces gestes barrières qui sont extrêmement importants. Une très bonne journée à vous. Et à très bientôt sur notre plateforme Webikeo. Merci à Webikeo. Vous pourrez retélécharger d'ailleurs cette présentation ou directement sur notre site simtrax.fr. À très bientôt. Une excellente journée à vous. Merci beaucoup. Ah, peut-être. Ah oui, il y a ma collègue qui m'indique pour les questions de fin. Je vais répondre peut-être à quelques questions de fin. Première question favori. Alors, une association loi 1901 est-elle concernée? Oui, absolument. L'association loi 1901 est concernée. Quel que soit en fait le statut de votre entreprise, vous allez être concerné. Alors, comme pour Chorus Pro, ça va dépendre de votre taille. La taille n'a pas encore été définie. Le projet de loi de finances donne les directives, mais ne donne pas les précisions au niveau en fait de la taille. Il semblerait néanmoins qu'on s'oriente vers exactement la même chose que Chorus Pro. Vous avez une obligation progressive en fonction de la taille de votre entreprise. Les plus grosses ont été directement touchées au départ, les plus petites peut-être vers la fin. Donc, si vous êtes une loi de 1901, il est possible, en fonction de votre taille, que vous soyez en 2023, 2024 ou 2025. Quand on facture des particuliers, ça se passe comment? Quand vous allez facturer à des particuliers, vous allez être dans l'obligation d'émettre votre facture au format électronique. Néanmoins, une facture PDF pourra être suffisante. Je dis ça à ce jour, peut-être que demain, peut-être qu'après-demain, ce sera différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous serez au niveau des factures pour les particuliers. Vous ne serez pas dans l'obligation de déposer sur ce fameux portail à ce jour. Troisième question, vous obtenez comment l'accès à tous les portails? Certains font de la résistance. Quelle est votre solution pour les contraindre à ouvrir? Alors, certains font de la résistance. Merci Guillaume pour cette question. Eh ben, j'aimerais bien savoir lesquels, parce que c'est toujours difficile en fait quand on nomme pas les choses de les définir. Certains sont
font de la résistance, il faut savoir est-ce que c'est une résistance technique et est-ce que c'est une résistance métier. Par exemple, le portail Chorus est destination des collectivités. Certaines collectivités se refusent pourtant à l'utiliser. Eh ben, elles sont dans leur tort. Pourtant, est-ce que vous allez déposer une plainte? Oui, non. Donc, il y a toujours, et vous aurez toujours la loi, ce qui se passe dans la réalité, et après ce petit décalage qui, au fur et à mesure, va diminuer, bien entendu. Quand on aura tous pris en compte et qu'on sera tous à même d'avoir un système d'information, ou même que vous ayez une solution cloud ou pas, vous serez en capacité de pouvoir traiter tous les formats. Donc, Guillaume, merci de m'envoyer un petit email ou de préciser votre question par rapport au format. Voilà, vous étiez nombreux, vous avez un peu plus de questions, on reviendra vers vous. On reviendra vers vous très rapidement, j'espère dans la journée. Je vous souhaite encore une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.